Il y a des douleurs qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui déchirent à l'intérieur. La trahison de quelqu'un en qui tu avais confiance, le mépris de celui qui disait t'admirer, la colère en voyant que tu as été traité injustement. Ces épreuves traversent les siècles. Marc Aurèle a affronté complots et faux amis. Épictète a connu l'humiliation de l'esclavage. Sénèque a vécu sous la menace de Néron. Aucun d'eux n'a laissé l'amertume guider ses gestes. Ce qui distingue celui qui s'enfonce dans la douleur de celui qui la traverse, c'est la manière de réagir. Pour les stoïciens, trahison, colère et mépris n'étaient pas des monstres extérieurs, mais des épreuves intérieures. Le caractère ne se prouve pas dans les jours calmes, mais quand les vagues frappent plus fort. Imagine découvrir qu'un ami a déformé tes paroles et sali ta réputation. La réaction naturelle serait de riposter. Mais le stoïcien respire, observe et se demande « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant ?» Il comprend que la trahison ne définit pas qui tu es, que la colère n'est qu'un élan premier et que le mépris ne blesse que si tu l'acceptes. Sénèque comparait la colère à un feu, petite au départ, mais destructrice si on la nourrit. Éteindre la flamme n'est pas faiblesse, c'est puissance. C'est refuser d'être une marionnette des provocations d'autrui. Si quelqu'un peut déclencher ta colère avec une phrase, cette personne te tient. Et pour les stoïciens, céder ce contrôle est la plus grande erreur. Marc Aurèle rappelait « Si l'autre agit mal, c'est son problème. Le mien serait de mal agir en retour. Toutes les batailles ne valent pas la peine. Bien des victoires sont de se vaincre soi-même. » La philosophie stoïcienne est pratique. Elle montre comment répondre à des piques ironiques, au vol de ton mérite ou à la gloire donnée à celui qui ne la mérite pas. L'élan de se défendre doit passer par cette question. Est-ce que cela va m'élever ou m'abaisser au niveau de l'agresseur ? Les stoïciens savaient qu'on ne maîtrise pas les gestes ou les avis des autres, seulement notre attitude. Et c'est ce terrain qui décide si l'on vit en victime ou en acteur. La trahison peut couper des liens, mais pas ton intégrité. La colère peut brûler, mais ne grandit que si on l'alimente. Le mépris peut toucher l'ego, mais pas ton essence. Marc Aurèle, avec tout son pouvoir, ne perdait pas sa paix pour des opinions extérieures. Si quelqu'un le méprisait, cela en disait plus sur l'autre que sur lui. Cette vision est un exercice constant. Ressentir est humain, mais agir en prisonnier de ses émotions est un choix. Les stoïciens ressentaient la douleur, mais faisaient la différence entre sentir et se noyer dedans. La pire défaite n'est pas d'être trahi, insulté ou méprisé, c'est de se perdre en voulant se venger. Leçon 2, ce que sont trahison, colère et mépris pour un stoïcien. Pour comprendre comment les stoïciens vivaient trahison, colère et mépris, il faut d'abord voir que, pour eux, ces émotions n'étaient pas le problème en soi. Le problème venait de l'importance qu'on leur donne et de la façon dont on interprète les faits. Dans le stoïcisme, il y a une idée clé, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est comme une ligne qui sépare le monde en deux. D'un côté, nos choix, jugements et actes. De l'autre, les gestes, paroles et sentiments des autres, les événements extérieurs et ce que le destin apporte. La trahison, vue ainsi, est un fait extérieur. Quelqu'un a pris une décision contre ta confiance, mais cela relève de lui, pas de toi. La colère qui surgit en l'apprenant, par contre, est interne. Elle vient de ton interprétation de ce qui s'est passé. Le mépris, pareillement, ne blesse que parce que tu donnes du poids à l'avis ou au geste de celui qui l'exprime. Épictète était clair. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée qu'on s'en fait. Voilà la clé. La trahison ne détruit pas ta paix par elle-même. Elle ne peut le faire que si tu lui donnes ce pouvoir. Pour un stoïcien, la première question face à une provocation ou une blessure morale est « Est-ce que ça dépend de moi ?» Si la réponse est non, inutile de gaspiller ton énergie à vouloir changer ce qui est fait. L'effort doit aller vers la maîtrise de ta réaction. Mais cela ne veut pas dire rester passif. Au contraire, les stoïciens pensaient que face à la trahison, il faut agir pour éviter que cela se reproduise, mais sans s'empoisonner l'âme. C'est la différence entre couper une branche morte et mettre le feu à toute la forêt. La colère, pour eux, était un ennemi intérieur déguisé en allié.
Quand on nous blesse, elle promet justice rapide, mais mène à des choix précipités qui aggravent les choses. Sénèque, dans De la colère, disait que la colère est une folie brève, et comme toute folie, empêche de voir clair. Il conseillait de ralentir, de ne rien décider d'important sous l'emprise de la colère. Le temps, disait-il, est un remède puissant. Ce qui semble insupportable sur le moment peut devenir supportable quand l'esprit s'apaise. Le mépris, enfin, était vu comme un test d'indépendance intérieure. Marc Aurèle se rappelait que la vie d'autrui ne définit pas la valeur de quelqu'un. Il écrivait « S'ils me méprisent, c'est qu'ils ne me connaissent pas. S'ils me connaissaient et me méprisaient, cela ne changerait pas qui je suis. » Cette attitude ne veut pas dire indifférence totale, mais comprendre que chercher toujours l'approbation, c'est céder sa liberté. Si ton estime de toi dépend des applaudissements des autres, elle sera aussi changeante que l'humeur de ceux qui te regardent. Dans le stoïcisme, la vraie liberté, c'est de ne pas être attaché ni par l'approbation, ni par le mépris. C'est agir selon ses valeurs intérieures et non en réaction aux variations extérieures. Un point important est que, pour les stoïciens, des sentiments comme la colère et la tristesse ne sont pas interdits. Ils savaient que ces émotions apparaissent naturellement. L'entraînement consiste à ne pas les laisser diriger nos actes. Tu peux ressentir de la colère et pourtant ne pas te venger. Ressentir de la tristesse sans rester bloqué. Ressentir du mépris sans chercher à tout prix à regagner du respect. Le philosophe Hiéroclès, moins connu que les grands noms du stoïcisme, disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Tu ne choisis pas le scénario, mais tu décides comment jouer ton rôle. Trahison, colère et mépris peuvent être dans la scène, mais ne doivent pas définir le personnage. C'est là qu'intervient la pratique quotidienne. Les stoïciens se préparaient à ces instants avant qu'ils n'arrivent. Ils utilisaient la premeditatio malorum, l'anticipation des difficultés, pour s'imaginer face à des critiques, humiliations ou pertes. Et ainsi, quand cela survenait, la réponse était déjà prête. Cette préparation constante créait un état d'esprit où la surprise avait peu de place. Et dans la douleur émotionnelle, la surprise est souvent le déclencheur le plus violent. Quand tu as déjà accepté que des gens peuvent décevoir, mentir ou agir par intérêt, la trahison ne détruit pas. Elle confirme juste que c'était possible. Pareil pour le mépris. Si tu as compris que tu ne seras pas aimé ni respecté par tout le monde, le rejet de quelqu'un ne te fait pas vaciller. Et pour la colère, l'entraînement est de repérer le début de l'incendie avant qu'il ne s'étende. La vision stoïcienne est concrète. Tout ce qui est hors de ton contrôle, c'est comme la météo. Tu peux te protéger, mais pas l'empêcher d'arriver. Le travail est de bâtir un abri intérieur assez solide pour qu'aucune tempête extérieure ne le renverse. Cela ne veut pas dire vivre coupé des autres ou soupçonner tout le monde. Cela veut dire vivre lucidement. Savoir que la confiance est un acte de courage, mais aussi de conscience. Que les liens sains se construisent, mais que même les plus forts peuvent se briser. Que la colère peut apparaître, mais ne doit pas devenir un ordre. Et que le mépris de quelqu'un ne peut pas réduire ce que tu es vraiment. En fin de compte, cette façon stoïcienne de voir trahison, colère et mépris tient en un principe simple mais fort. Ce que font les autres leur appartient. La manière dont tu réagis t'appartient. Ce principe, appliqué au quotidien, change la façon dont on affronte les épreuves les plus dures. Il donne une liberté que peu connaissent. La liberté de ne pas être le jouet des émotions d'autrui. Et dans les prochains passages, nous verrons comment ces penseurs ne se contentaient pas d'en parler, mais le vivaient dans des situations réelles qui demandaient une force intérieure qui, encore aujourd'hui, impressionne. Leçon 3. Histoire stoïcienne réelle face à la trahison. La philosophie stoïcienne n'est pas née pour rester dans un livre à lire puis oublier. Elle a été éprouvée dans le feu de la vie, dans des moments où n'importe qui aurait pu céder à la colère, au ressentiment ou à l'envie de se venger. Et c'est sûrement pour cela que ces leçons restent vivantes aujourd'hui. Elles ont été écrites par des gens qui ont vécu ce qu'ils enseignaient. Marc Aurèle, l'empereur trahi dans son propre palais, Marc Aurèle possédait tout le pouvoir qu'un homme pouvait souhaiter. Il dirigeait l'Empire romain, menait des armées et était respecté comme penseur.
Mais ce pouvoir ne l'a pas protégé de la trahison. Pendant son règne, un de ses plus proches généraux, Avidius Cassius, a comploté contre lui. Cassius n'était pas un soldat quelconque. C'était un homme à qui Marc Aurèle avait donné sa confiance, jusqu'à lui confier une partie de l'armée. La trahison a été révélée lorsque Cassius s'est proclamé empereur, croyant Marc Aurèle mort. En apprenant cela, Marc Aurèle aurait pu réagir avec violence, en ordonnant l'exécution immédiate de Cassius et de ses partisans. Au lieu de cela, il est resté calme. Il a réuni le Sénat et demandé qu'il n'y ait pas de sang versé inutilement. Sa priorité n'était pas la vengeance, mais la stabilité de l'Empire. Cette réaction posée ne venait pas d'un cœur froid, mais d'une compréhension claire de ce qui comptait vraiment. Pour lui, la trahison de Cassius parlait plus du caractère de ce dernier que du sien. Réagir avec impulsion l'aurait mis au même niveau que celui qui agissait par ambition aveugle. La leçon est simple. Trahi, pense aux effets à long terme de tes actes. Sauver ta dignité vaut parfois plus que punir aussitôt celui qui t'a blessé. Épictète, la vie d'esclave et la trahison de la liberté refusée. Avant de devenir un penseur majeur du stoïcisme, Épictète a vécu comme esclave. Son maître, Épaphrodite, ne lui refusait pas seulement la liberté. Il le traitait avec brutalité. Un jour, il lui tordit la jambe exprès jusqu'à la briser. Beaucoup, face à un tel abus, auraient nourri une haine profonde et attendu le moment de se venger. Mais Épictète répondit simplement « Je t'avais dit que tu allais la casser ». Il comprit que la cruauté de son maître reflétait sa nature et non sa propre valeur. Quand il obtint enfin la liberté, Épictète ne passa pas sa vie à chercher à punir celui qui l'avait asservi. Il préféra se consacrer à l'enseignement, aidant les autres à atteindre une liberté plus grande encore, celle de l'esprit. Son histoire montre que la pire trahison, nier la dignité d'un homme, peut servir de moteur pour bâtir quelque chose de plus grand. La rancune ne reconstruit rien, mais la clarté d'un but, oui. Sénèque, le conseiller qui connaissait le danger. Sénèque a vécu au cœur du pouvoir comme conseiller de Néron. Il savait qu'être proche d'un dirigeant instable revenait à marcher sur une glace fragile. Néron, au début, semblait écouter ses conseils, mais peu à peu, la soif de pouvoir et la méfiance l'ont envahi. Accusé de complot, accusation sans doute inventée pour l'écarter, Sénèque ne chercha pas à fuir ni à rallier des alliés contre l'empereur. Il accepta l'ordre de se donner la mort avec calme, discutant avec ses amis jusqu'au bout. Ce n'était pas de la résignation naïve, mais la conscience que certaines batailles sont déjà perdues et qu'il est inutile de gaspiller ses derniers instants en panique. Sénèque choisit de mourir comme il avait vécu, avec maîtrise et dignité. Cette histoire rappelle que face à une trahison irréversible, le plus grand courage est de garder son intégrité jusqu'à la fin. La ligne stoïcienne face à la trahison. Ces trois récits partagent le même principe. Ne pas remettre le contrôle de ses actes à ceux qui t'ont nui. Marc Aurèle n'a pas laissé l'ambition de Cassius dicter ses choix. Épictète n'a pas laissé la cruauté d'Épaphrodite façonner sa vie. Sénèque n'a pas laissé la paranoïa de Néron voler sa paix. Dans tous les cas, la réponse n'a pas été l'inaction. C'était une stratégie. Ils ont protégé leur esprit comme le bien le plus précieux qu'ils possédaient, car ils savaient que, s'ils le perdaient, ils seraient déjà vaincus avant tout affrontement physique ou politique. Comment appliquer aujourd'hui, dans ta vie, la trahison ne viendra peut-être pas d'un général ou d'un empereur, mais d'un ami, partenaire, collègue ou membre de la famille. Cela peut être une rupture de confiance, un mensonge, une manipulation ou un abandon. Quand cela arrive, tu as deux choix. Réagir à chaud et te laisser ronger par la rancune, ou prendre du recul, respirer et choisir la réponse qui garde ta dignité intacte. Le stoïcisme ne te demande pas d'accepter les injustices en silence. Il te demande de réagir avec discernement. Cela peut vouloir dire couper des liens, te protéger légalement, changer d'environnement ou simplement refuser que la colère devienne le moteur de tes actes. Comme Marc Aurèle, demande-toi: cette décision va-t-elle m'élever ou m'abaisser? Comme Épictète, souviens-toi, personne ne peut m'enlever la liberté de choisir ma réaction. Comme Sénèque, admets, certaines batailles sont perdues d'avance, mais toutes peuvent être affrontées avec courage.
Ces récits prouvent que la trahison n'a pas à marquer la fin de ta force. Elle peut être l'épreuve qui montre jusqu'où elle va. Et, dans les prochaines parties, nous verrons les méthodes que ces penseurs utilisaient pour faire face à un ennemi encore plus dangereux, la colère. Leçon 4. Faire face à la colère, enseignement et méthode. La colère est naturelle, mais agir sous son effet est un choix. Pour les stoïciens, c'était l'une des forces les plus destructrices de l'esprit humain. Sénèque, dans De Ira, l'appelait une courte folie, brève, mais capable de faire perdre la raison et agir contre soi. Pour Sénèque, la colère naît d'un sentiment d'injustice, suivi du jugement intérieur que c'est insupportable. Si on ne l'interrompt pas, elle se transforme en paroles et gestes que l'on regrette. Le secret est de créer un espace entre l'élan et l'action. Cet intervalle, de quelques secondes ou de plusieurs jours, est l'endroit où vit la liberté. Épictète enseignait que la provocation réside dans l'interprétation, pas dans l'acte lui-même. Faire une pause avant de répondre permet de revoir l'événement et souvent de conclure qu'il ne mérite pas de réaction. Cette pause n'est pas faiblesse, c'est une tactique. Marc Aurèle pratiquait la prise de distance raisonnée, observer comme un témoin et se demander « est-ce que cela comptera dans un mois ou un an ?» Cette perspective réduit des problèmes qui semblaient énormes dans la chaleur du moment. Autre point, ne pas nourrir la colère. Éviter de rejouer la scène mentalement, de chercher la validation de l'indignation ou de consommer des contenus qui l'attisent. Sénèque disait que le feu ne grandit que si on y met du bois. Le stoïcisme ne demande pas d'avaler sa colère, mais de l'orienter. Une énergie forte peut servir à résoudre un problème, poser des limites ou créer un vrai changement. Si un accord a été rompu, utilise cette force pour fixer des règles claires, pas pour attaquer. Une méthode concrète est le délai volontaire. Ne jamais répondre sur le moment, si possible, attendre jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, où les messages s'envoient et se lisent en secondes, cela évite des dégâts irréversibles. L'humilité est aussi un remède. Reconnaître que nous aussi faisons des erreurs réduit l'arrogance morale. Épictète rappelait que face à l'erreur d'autrui, il faut se souvenir de nos propres fautes, peut-être différentes, mais tout aussi sérieuses. Le silence est une autre arme redoutable. Choisir de ne pas répondre peut déstabiliser l'agresseur et montrer plus de force que n'importe quelle réplique. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal ». Pour le stoïcien, chaque instant de colère est un test de maîtrise de soi. La vraie victoire n'est pas de vaincre l'autre, mais de garder la raison intacte pendant que le monde tente de te l'arracher. Leçon 5. Le mépris est l'art de ne pas se laisser rabaisser. Le mépris peut être discret, mais rongeant. Parfois, il se montre par l'ironie, l'indifférence ou un simple regard. Avec le temps, il peut grignoter l'estime de soi de celui qui le subit. Pour le stoïcisme, il ne définit pas qui tu es. Il révèle seulement ce que l'autre porte en lui. Le danger est de croire que l'avis de quelqu'un sur toi est plus vrai que ta propre conscience. Marc Aurèle rappelait que l'opinion d'autrui est hors de notre contrôle et ne doit pas voler notre paix. L'image que quelqu'un fabrique de nous est façonnée par ses expériences, ses préjugés et ses frustrations. Souvent, le mépris en dit plus sur l'autre que sur nous. Absorber cette vision, c'est céder sa liberté intérieure. Épictète avertissait, vivre en quête d'approbation, c'est vivre en esclave. Celui qui dépend des applaudissements pour se sentir digne devient fragile face au rejet. Le mépris ne blesse que s'il trouve une faille. Quand la valeur personnelle repose sur des principes internes, les regards de dédain perdent leur force. Cela ne veut pas dire refuser les critiques utiles, mais trier ce qui sert et rejeter ce qui cherche à rabaisser. Les stoïciens pratiquaient l'indifférence sélective, choisir à quelles opinions accorder du poids et traiter le reste comme du bruit. Sénèque disait que le jugement d'aujourd'hui sera vite oublié. Pourquoi le laisser détruire le présent? Quand tu sens le poids du mépris, demande-toi si cette personne compte pour ton but de vie. Le mépris cache souvent une insécurité. Celui qui se sent menacé peut user du sarcasme pour s'affirmer. Marc Aurèle conseillait de voir ces gens comme un médecin voit un patient, avec compréhension,
sans absorber leur toxicité. Ce n'est pas accepter leurs gestes, mais ne pas les laisser entrer. Chercher à prouver sa valeur à celui qui méprise, c'est jouer sur son terrain. Le silence et l'attitude ferme valent mieux que de longues explications. Épictète rappelait qu'il est inutile de gaspiller son énergie à corriger l'opinion fausse de quelqu'un qui ne veut pas changer. S'il est ouvert, il verra la vérité avec le temps. Sinon, aucune parole ne suffira. Une méthode efficace est le miroir intérieur. Vérifier chaque jour si tes actes te rapprochent de ce que tu veux être. Avec ce reflet net, les distorsions extérieures perdent leur poids. Ainsi, le mépris peut servir de carburant pour renforcer l'autonomie. Si quelqu'un te traite avec moquerie, prends-le comme un entraînement. Garde ton calme, tiens à tes principes et avance. Demande-toi, est-ce que cela comptera dans 10 ans? Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Le mépris ne gagne que s'il te persuade que tu vaux moins que ta vraie valeur. Le stoïcisme apprend à protéger cette vision, non pas pour vivre isolé, mais pour vivre libre. Leçon 6. La philosophie de la forteresse intérieure. Pour le stoïcisme, la vraie protection contre la douleur morale n'est pas d'éviter les moments difficiles, mais de se préparer à les affronter. Cette préparation n'est pas physique, elle est mentale, émotionnelle et morale. C'est ce que les penseurs appelaient la forteresse intérieure, un noyau de valeurs, de convictions et d'habitudes qui reste solide même quand tout autour s'écroule. Cette forteresse ne s'érige pas en une nuit, elle se construit peu à peu avec discipline et constance. Chaque offense ignorée, chaque colère apaisée, chaque mépris qui n'a pas trouvé prise, tout cela est une brique de plus dans cette structure invisible. Le noyau inébranlable, Marc Aurèle, écrivait que l'homme qui connaît ses principes et vit en accord avec eux est comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser sans le déplacer. Ce rocher est l'image parfaite de la forteresse intérieure. Mais remarque, le rocher n'empêche pas les vagues de frapper. Il refuse simplement de se laisser emporter. Le stoïcien ne cherche pas un monde sans souci. Il cherche à rester droit malgré eux. Ce noyau inébranlable est formé de 3 points essentiels. Clarté des valeurs, savoir exactement ce que tu juges juste ou faux, et ne pas y renoncer pour plaire ou te venger. Autonomie émotionnelle, ne pas dépendre du regard des autres pour se sentir entier. Discipline de pensée, filtrer ce qui entre dans l'esprit et comment c'est compris. Offense réelle versus offense perçue. Les stoïciens faisaient une différence essentielle, l'écart entre l'offense réelle et l'offense perçue. Une offense réelle touche directement ton intégrité physique ou nuit gravement à ta vie. Une offense perçue est un mot, un geste ou une situation qui atteint ton ego, mais ne change pas vraiment qui tu es ou ce que tu peux faire. Une grande part de la souffrance humaine vient de réagir aux offenses perçues comme si elles étaient réelles. Un regard de travers, une phrase sèche, un ton brusque, rien de tout cela ne peut blesser ton être profond, sauf si tu l'acceptes. Marc Aurèle répétait « Si c'est supportable, supporte. Si ça ne l'est pas, change-le. Mais ne te laisse pas ronger parce qu'il ne mérite pas ton énergie. » L'entraînement quotidien. La forteresse intérieure ne n'est pas toute faite. Elle se travaille. Les stoïciens utilisaient des exercices mentaux pour la renforcer jour après jour. L'un des plus connus est la premeditatio malorum, ou anticipation des difficultés. Au réveil, il se rappelait que dans la journée, il pourrait croiser des personnes ingrates, arrogantes, envieuses ou malveillantes. Non pour vivre méfiant, mais pour que, quand cela arrive, ce ne soit pas une surprise. Un autre exercice était la révision du soir. En fin de journée, ils passaient en revue leurs actes et réactions, se demandant « Ce que j'ai fait, a-t-il renforcé ou affaibli ma forteresse intérieure ?» Cette réflexion constante évitait que de petites failles deviennent de mauvaises habitudes. Ce qui entre, reste. Épictète disait que l'esprit est comme un champ. Tout ce que tu laisses entrer prend racine. Si tu laisses des paroles blessantes s'installer, elles finissent par occuper la place qui devrait être réservée à des convictions solides. C'est pourquoi une part de la forteresse intérieure est de trier ce qui mérite ton attention. Toute critique ne mérite pas réponse.
Et toute offense ne mérite pas de place dans ton esprit. C'est comme fermer les portes du château pour ne pas laisser l'ennemi passer. Résister n'est pas s'endurcir. Il faut comprendre que la forteresse intérieure ne veut pas dire froideur ou insensibilité. Le stoïcien ressent, oui, mais il refuse de se laisser tirer vers le bas. Il peut reconnaître la douleur, mais il ne la laisse pas décider de ses choix. Sénèque disait « L'homme fort n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui se relève plus vite et plus sage après la chute. » La forteresse n'est pas faite de pierres pures, elle est un mélange de solidité et de souplesse. Quand céder est une force. Une partie de cette forteresse, c'est aussi savoir quand il ne vaut pas la peine de gaspiller de l'énergie à se battre. Les stoïciens ne prônaient pas la résistance aveugle. Parfois, s'éloigner ou changer de chemin est le choix le plus sage. Marc Aurèle rappelait que le fleuve atteint la mer non pas en résistant à chaque pierre, mais en contournant leur obstacle. Cette vision nous apprend que garder son intégrité, ce n'est pas affronter toutes les attaques, mais choisir celles qui comptent vraiment. Exercice concret, le journal de la forteresse. Une habitude que tu peux adopter pour renforcer ton esprit est de tenir un carnet spécial pour noter les situations qui ont mis à l'épreuve ta patience, ton courage et ton sang-froid. Écris ce qui s'est passé, comment tu as réagi, ce que tu ferais autrement si tu pouvais revenir en arrière, ce que tu as appris sur toi-même. Avec le temps, ce journal devient une carte de ton évolution intérieure, montrant où la forteresse est solide et où il reste des portes ouvertes aux attaques émotionnelles. La plus grande muraille est en soi, la forteresse intérieure stoïcienne ne dépend ni de murs physiques, ni de richesse, ni de pouvoir. Elle est invisible, mais incassable. Quand tu la construis, tu comprends que personne ne peut vraiment enlever ta paix sans ton accord. Et voici le point le plus profond. La vraie liberté n'est pas d'être loin des ennemis, mais d'être proche d'eux et de ne pas être dirigé par eux. Leçon 7. La trahison comme professeur silencieux. Pour la plupart, la trahison n'est qu'une blessure, une entaille profonde qui laisse des cicatrices et éveille souvent colère, tristesse ou désir de vengeance. Mais pour les stoïciens, elle pouvait être plus qu'un coup. Elle pouvait être un maître, un professeur silencieux qui n'emploie pas de mots, mais des épreuves dures pour enseigner sur la vie, les autres et surtout sur soi-même. La trahison comme révélateur de caractère, Marc Aurèle écrivait que les offenses ne changent pas le caractère, elles le révèlent. Autrement dit, quand quelqu'un te trahit, il ne devient pas autre chose. Il montre simplement ce qu'il a toujours été, même s'il l'avait caché jusque-là. Sous l'angle stoïcien, cela change la vision. Plutôt que de se focaliser uniquement sur la douleur, tu commences à voir la trahison comme un diagnostic précoce. Tu découvres plutôt qui mérite ou non d'être à tes côtés. Cette idée ne supprime pas la peine, mais empêche qu'elle devienne une rancune sans fin. L'information révélée peut, plus tard, éviter que tu investisses encore du temps, de l'énergie et de la confiance dans quelqu'un qui ne le mérite pas. La trahison comme miroir intérieur. Un autre enseignement stoïcien est d'utiliser la trahison comme miroir pour s'examiner. Sénèque conseillait que, face à toute injustice, la première question soit « Ai-je déjà agi ainsi envers quelqu'un, consciemment ou non ?» Ce n'est pas un exercice de culpabilité, mais d'humilité. Il empêche que la douleur t'aveugle sur le fait que chacun, un jour, a failli envers quelqu'un. Et en le reconnaissant, tu gères la trahison avec plus de clarté et non seulement avec l'émotion. La valeur du détachement. Épictète disait que nous devrions être prêts à rendre tout ce que la vie nous prête, y compris les relations et la confiance. En voyant tout comme provisoire, la trahison perd une partie de son poids destructeur, car on comprend que rien, pas même les liens humains, n'est sous notre contrôle total. Ce détachement ne veut pas dire vivre coupé du monde ou sans lien, mais créer des relations conscientes, sans l'illusion qu'un lien humain puisse être incassable. Cela réduit les attentes irréalistes et augmente la capacité d'accepter la réalité telle qu'elle est. Transformer la douleur en lucidité. La trahison, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir un moment de clarté sur les priorités.
beaucoup ne voient la nécessité de changer d'environnement, revoir leurs critères de confiance ou fixer des limites plus nettes qu'après avoir été trahis. Les stoïciens considéraient ces instants comme des tournants. Une injustice subie peut être le déclic pour réorganiser sa vie en accord avec ses principes. C'est comme si la douleur poussait hors d'un chemin que sinon, tu aurais continué à suivre sans savoir qu'il était dangereux. Le choix de ne pas se salir. L'un des risques après une trahison est de se laisser changer pour le pire. Certains, trompés, décident de ne plus jamais faire confiance, deviennent froids ou même rusés, pensant ainsi se protéger. Le stoïcisme avertit que c'est l'une des plus grandes erreurs. En adoptant les gestes de celui qui t'a blessé, tu t'imprègnes de ce que tu rejettes. La vraie victoire est de traverser la trahison sans perdre les vertus que tu juges essentielles. Marc Aurèle écrivait « La meilleure défense est de ne pas ressembler à l'agresseur ». Autrement dit, tu n'as pas besoin de devenir comme lui pour te protéger. L'apprentissage des limites. La trahison rappelle aussi que la confiance ne doit pas être donnée sans mesure. Épictète conseillait de traiter chacun selon ce qu'il a déjà montré pouvoir assumer. Cela ne veut pas dire vivre méfiant, mais ajuster l'ouverture en fonction de la conduite observée. Souvent, nous sommes trahis parce que nous croyons que tout le monde pense et agit comme nous. En voyant que ce n'est pas le cas, nous apprenons à fixer des limites plus avisées et à mieux protéger ce qui compte. Exercice concret, la lettre jamais envoyée. Une méthode que les stoïciens auraient pu approuver est d'écrire une lettre à la personne qui t'a trahi, y mettant tous les sentiments, questions et réflexions que la situation provoque. Mais cette lettre ne sera jamais envoyée. Le but est de libérer le poids émotionnel sans créer de nouveaux conflits. Ce geste aide à traiter l'expérience consciemment, évitant qu'elle devienne une rancune durable. Quand la trahison devient libération, parfois la trahison agit comme une coupure nécessaire. Des relations usées ou des partenariats nocifs subsistent souvent par habitude ou par peur du changement. Dans ce cas, la trahison peut être l'élan qui manquait pour rompre avec ce qui ne faisait plus de bien. Sénèque disait « Le destin guide celui qui se laisse guider et traîne celui qui résiste ». La trahison est peut-être, dans certains cas, une façon brusque pour le destin de retirer de ta vie ce qui n'y avait plus sa place. La trahison comme partie de l'entraînement stoïcien. Pour le stoïcisme, tout peut servir d'entraînement à la vertu. La trahison est l'une des épreuves les plus dures, car elle touche à ce qu'il y a de plus sensible, la confiance. La surmonter sans devenir amère est l'une des plus grandes preuves de force intérieure. Cet entraînement ne consiste pas à aimer la douleur ni à souhaiter qu'elle arrive, mais à tirer le meilleur de chaque expérience inévitable pour grandir en sagesse, lucidité et endurance. La trahison n'a donc pas besoin de rester une plaie ouverte. Elle peut devenir une leçon de clarté, de limite, de détachement et de force morale. Le maître est silencieux, mais la leçon peut résonner toute la vie. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans le concret et verrons des outils stoïciens pour gérer les situations de confrontation, qu'elles soient directes ou voilées, de façon stratégique et sans perdre l'équilibre. Leçon 8. Outils stoïciens pour les situations de confrontation. Les confrontations sont inévitables. Elles peuvent surgir au travail, à la maison, sur les réseaux sociaux ou dans tout lieu où idées, intérêts et caractères se heurtent. Pour la plupart, elles déclenchent une réaction automatique, attaquer ou se défendre. Pour les stoïciens, c'est justement le moment d'appliquer la maîtrise de soi cultivée chaque jour. La philosophie stoïcienne ne recommande pas d'éviter toutes les confrontations, mais de les aborder avec lucidité, méthode et objectif. On peut s'affirmer avec fermeté sans perdre son calme. Et cela demande des outils mentaux qui transforment un moment tendu en occasion de pratiquer la vertu. Outil 1. La vision d'en haut, view from above. Cette méthode consiste à imaginer la scène depuis un point de vue bien plus large, comme si tu l'observais d'en haut, du sommet d'une montagne ou même depuis l'espace. D'un coup, ce conflit qui paraissait énorme devient un minuscule point dans l'immensité de la vie. Marc Aurèle utilisait cette technique pour réduire l'impact émotionnel des soucis et rappeler que chaque fait n'est qu'une infime partie de l'histoire humaine.
En confrontation, adopter cette vision change le ton de l'échange. Tu ne te sens plus coincé et tu agis en voyant l'ensemble. Outil 2. Premeditatio, malorum, anticipation des difficultés. Les stoïciens croyaient en la préparation mentale face aux épreuves avant qu'elles n'arrivent. Si tu as déjà entraîné ton esprit à imaginer critiques, offenses ou accusations injustes, tu ne seras pas surpris quand elles surviendront. Épictète conseillait de commencer la journée en se rappelant que l'on pourrait croiser des gens arrogants, ingrats ou agressifs. Pas pour être pessimiste, mais pour, le moment venu, réagir avec sérénité. Outil 3. L'espace entre le stimulus et la réponse. Viktor Frankl, bien après les stoïciens mais fidèles à leurs principes, disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. En confrontation, cet espace est l'instant où tu respires, te calmes et choisis ta réaction. C'est là que tu évites les mots que tu pourrais regretter et optes pour des réponses en accord avec tes valeurs. Outil 4, le test d'utilité. Avant de parler ou d'agir, demande-toi, est-ce que cela va améliorer la situation ou juste flatter mon ego? Cette simple question élimine déjà bien des réactions impulsives. Pour les stoïciens, une confrontation ne vaut que si elle mène à un résultat constructif. Sinon, le silence reste le meilleur choix. Outil 5. Langage maîtrisé. Sénèque disait qu'avoir raison ne suffit pas. Il faut la présenter de manière à être entendue. En confrontation, des mots chargés de sarcasme, d'insultes ou d'ironie ne font que nourrir la résistance. Le stoïcien choisit des termes clairs, fermes et respectueux, car il sait que le but n'est pas de gagner la dispute, mais de la conduire vers un résultat utile. Outil 6. Le silence stratégique. Épictète enseignait que bien des provocations ne fonctionnent que si elles trouvent une réaction. Le silence, ici, est un bouclier. Se taire ne veut pas dire être d'accord, mais refuser d'alimenter la flamme. Dans certains conflits, ne pas répondre désarme l'attaque, met en évidence l'excès de l'autre et économise ton énergie pour ce qui compte vraiment. Outil 7. Question plutôt qu'affirmation. Une méthode efficace pour apaiser une confrontation est de remplacer une réponse directe par une question. Au lieu de dire « tu as tort », essaie « pourquoi penses-tu cela » ou « qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion ?» Cela adoucit le ton et pousse l'autre à réfléchir, révélant parfois des incohérences dans son propre raisonnement. Outil 8. Se préparer à perdre la bataille pour gagner la guerre. Pour les stoïciens, il n'est pas nécessaire de gagner chaque affrontement. Parfois, mieux vaut céder sur un détail pour garder la relation ou préserver son énergie pour quelque chose de plus important. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'agresseur, et cela inclut de ne pas se lancer dans des disputes qui, au fond, n'ont pas de vraie valeur. Outil 9. Noter et réfléchir après la confrontation. Après un affrontement, les stoïciens conseillaient d'analyser ce qui s'est passé. Qu'a-t-on dit qui aurait pu être évité? Où le calme a été conservé et où il a été perdu? Que peut-on améliorer la prochaine fois? Cette revue transforme chaque confrontation en entraînement pour la suivante, au lieu de la laisser comme un souvenir amer. Application au quotidien. Imagine que tu sois au travail et qu'un collègue t'accuse à tort d'une erreur. D'abord, respire et crée cet espace entre le stimulus et la réponse. Ensuite, applique le test d'utilité. Est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans un conflit ouvert maintenant? Si oui, utilise un langage mesuré et des questions pour éclaircir la situation. Sinon, choisis le silence stratégique et règle le problème plus tard. Avec de la pratique, ces outils deviennent réflexes et tu cesses d'être prisonnier de l'impulsion. Dans la prochaine partie, nous verrons un sujet délicat mais essentiel. Comment ne pas perdre son calme sous attaque verbale ou émotionnelle? Un entraînement que les stoïciens pratiquaient beaucoup et qui peut faire la différence entre agir avec sagesse ou tomber dans le jeu de l'autre. Leçon 9. Comment garder son calme sous attaque verbale ou émotionnelle? Rester calme quand tout va bien est facile. Le vrai test d'équilibre arrive quand quelqu'un tente, volontairement ou non,
de te faire perdre pied. Une attaque verbale ou émotionnelle est une invitation directe à réagir, et bien souvent, c'est exactement ce que l'autre recherche. Pour le stoïcisme, la capacité à rester serein dans ces instants n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force intérieure. Ce qui est vraiment mis à l'épreuve. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, ce qui est en jeu n'est pas seulement ta réputation ou ton amour-propre, mais ta maîtrise de toi. Si l'autre parvient à te faire perdre ton calme avec quelques mots, il prend provisoirement le contrôle de ton esprit. Marc Aurèle rappelait que ce qui te blesse, ce n'est pas l'acte de l'autre, mais ton jugement sur celui-ci. Si tu décides que cela ne vaut pas la peine de troubler ton état, l'attaque perd son effet. Respirer avant de répondre. La première arme stoïcienne face à une attaque est simple mais puissante. Respirer. La respiration consciente crée un court espace entre ce que tu as entendu et ce que tu vas répondre. Cet espace suffit pour empêcher l'émotion de prendre tout le contrôle. Épictète conseillait dans ces moments de se rappeler que personne ne peut t'obliger à agir contre ta volonté, sauf si tu l'oublies. Distinguer le fond de la forme. Beaucoup d'attaques se présentent sous forme de critiques ou d'avis. Si tu réagis uniquement à la forme, ton dur, mots agressifs, tu perds l'occasion de voir s'il existe un fond utile. Le stoïcien cherche d'abord à extraire toute information qui pourrait l'aider à progresser et à écarter le reste. S'il y a du vrai, il remercie mentalement pour la chance de s'améliorer. S'il n'y en a pas, il ne le prend pas pour lui. Le pouvoir de ne pas se justifier. L'un des pièges les plus fréquents est de céder à la tentation de se justifier sans cesse face à une accusation. Pour les stoïciens, toute accusation ne mérite pas réponse et toute provocation ne mérite pas défense. Sénèque disait que la meilleure preuve d'innocence est de vivre de façon à ce que personne ne croie l'accusation. Autrement dit, ta conduite régulière vaut plus que n'importe quelle explication à chaud. Utilisez l'attaque comme entraînement à la patience. Dans le stoïcisme, tout peut devenir un exercice de développement personnel, même une attaque verbale. Si quelqu'un essaie de t'irriter, c'est l'occasion d'exercer la patience. Si l'attaque est injuste, c'est une chance de pratiquer la résilience. Si elle est fondée, c'est un moment pour exercer l'humilité et corriger une faute. Changer cette façon de voir transforme l'expérience. Tu passes de victime à élève. Gardez le ton de voix comme arme discrète. Le ton de la voix est l'une des premières choses qui changent quand on perd son calme. Parler plus fort, plus vite ou avec agressivité montre que tu as été touché. Les stoïciens s'entraînaient à garder un ton bas et régulier, même dans les discussions tendues. Cela protège non seulement ton image, mais déstabilise souvent l'attaquant qui attendait une explosion. Ne pas laisser entrer les mots vides. Une insulte n'a de poids que si tu l'acceptes comme vrai. Épictète disait que si quelqu'un te traite d'idiot, cela ne t'atteint que si tu le crois. Sinon, c'est comme s'il parlait au vent. Adopter cet état d'esprit demande de se rappeler souvent que l'opinion des autres ne change pas ton essence. Choisir le moment de répondre. Ne pas répondre tout de suite peut être la meilleure tactique. Certaines attaques n'ont de force qu'au moment où elles sont lancées. Des heures ou jours après, elles perdent tout sens. Marc Aurèle notait que le temps est un grand filtre. Ce qui est urgent pour la colère l'est rarement pour la raison. Souvent, retarder la réponse évite qu'elle soit teintée par l'émotion. Exercice concret. La chaise de l'observateur. Quand tu sens que tu vas perdre ton calme, imagine que tu observes la scène de l'extérieur, assis sur une chaise, comme spectateur d'un film. Ce recul diminue l'intensité émotionnelle et aide à réfléchir plus clairement. C'est une façon simple d'appliquer la vision d'en haut dans le réel. Victoire silencieuse. Pour le stoïcisme, gagner un échange n'est pas répondre plus fort, mais éviter qu'il change qui tu es. Si tu quittes une confrontation l'esprit tranquille et la posture intacte, tu as déjà gagné. C'est la victoire silencieuse que Marc Aurèle et Épictète estimaient. La victoire sur l'ennemi intérieur qui est la perte du contrôle de soi. Dans la prochaine partie, nous verrons quand le retrait stratégique est la meilleure réponse. Car pour les stoïciens, savoir partir au bon moment est aussi une preuve de sagesse. Leçon 10.
quand le retrait est la meilleure réponse. Pour beaucoup, se retirer est vu comme un abandon ou une faiblesse. Nous vivons dans une culture qui valorise se battre jusqu'au bout, ne pas se laisser faire et prouver sa valeur à tout prix. Mais pour les stoïciens, c'était différent. Toute bataille n'a pas à être menée et toute présence n'a pas à être conservée. Le retrait n'est pas un acte de lâcheté, mais d'intelligence émotionnelle. C'est la décision consciente de protéger ta paix et tes valeurs, en refusant de gaspiller ton énergie sur ce qui n'apporte rien. Le retrait stratégique. Dans le stoïcisme, se retirer est un choix actif, pas une fuite. La différence est dans l'intention. Fuir vient de la peur, se retirer vient de la clarté. Marc Aurèle rappelait que le but de la vie n'est pas de gagner des disputes, mais de vivre selon la nature et la raison. Si une situation ou une personne t'éloigne de cela, la meilleure réponse peut être simplement de partir. Savoir reconnaître le moment de partir. Ce n'est pas toujours simple de voir quand il est temps de s'éloigner. Quelques signes que les stoïciens jugeraient évidents. Tu es exposé sans cesse au manque de respect, à la manipulation ou au mépris. Le dialogue est devenu impossible ou inutile. L'environnement épuise ton énergie et ta clarté mentale en continu. Ta présence sert de carburant à plus de conflits. Quand ces signes sont là, rester peut coûter bien plus cher que partir. L'éloignement comme autoprotection. Épictète disait que protéger l'âme est plus important que protéger le corps. S'éloigner est souvent la façon la plus efficace d'éviter que des personnes ou milieux toxiques laissent des traces profondes dans l'esprit. Cela ne veut pas dire couper tous les liens à la première difficulté, mais reconnaître que rester là où il n'y a ni respect ni possibilité d'évoluer est une forme d'abandon de soi. Distance physique et distance émotionnelle. L'éloignement n'a pas toujours besoin d'être total. Il existe des situations où couper le contact est impossible, comme au travail ou dans la famille, mais où l'on peut instaurer une distance émotionnelle. Cela veut dire ne plus se laisser embarquer dans les jeux, provocations et drames qui avant nous touchaient. On peut être présent physiquement tout en gardant son monde intérieur protégé, comme derrière une barrière invisible filtrant ce qui nous atteint. L'erreur de vouloir changer l'autre. L'une des raisons les plus fréquentes de rester dans des relations ou environnements nuisibles est l'espoir que l'autre change. Les stoïciens voyaient là un piège, vouloir maîtriser ce qui échappe à notre contrôle. Épictète rappelait que la seule transformation certaine est celle de soi. Si la personne ou la situation ne veut pas ou ne peut pas changer, s'éloigner devient un choix logique pour protéger son intégrité. Quand rester nuit plus que partir, Sénèque avertissait que la compagnie des insensés est néfaste, même s'ils ne font pas de mal direct, car la bêtise est contagieuse. Rester dans des lieux qui véhiculent des valeurs contraires aux tiennes, même sans attaques ouvertes, peut affaiblir peu à peu tes principes. L'éloignement, ici, revient à quitter un air pollué pour pouvoir respirer à nouveau. Le courage de se détacher. Partir peut faire mal, surtout quand cela implique des personnes ou lieux qui ont compté. Mais le stoïcisme enseigne que tout est provisoire, et s'accrocher à ce qui n'a plus de sens est une façon de souffrir pour rien. Marc Aurèle rappelait que ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Si le lien ne nourrit pas l'ensemble, il ne te nourrit pas non plus. Exercice concret. Le bilan d'énergie. Quand tu hésites à t'éloigner, fais un bilan honnête. Cette relation ou ce milieu m'apporte-t-il de l'énergie ou m'en enlève-t-il? Est-ce que je grandis comme personne ou je me rapetisse pour rentrer dans le cadre? Mes actions ici sont-elles guidées par la raison ou par la réaction? Si la plupart des réponses pointent vers l'usure et la perte de clarté, c'est un signe que l'éloignement peut être la meilleure issue. L'éloignement comme forme d'amour-propre. Pour le stoïcisme, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est un devoir. On ne peut garder l'esprit clair pour agir dans le monde si l'on est sans cesse tiré vers le bas par des situations nocives. S'éloigner est souvent le seul moyen de retrouver l'équilibre nécessaire pour continuer à servir ce qui compte vraiment. Revenir plus fort. Parfois, l'éloignement n'est pas définitif. Il peut être une pause pour remettre de l'ordre dans ses idées, renforcer sa forteresse intérieure et revenir interagir plus sereinement. La différence, c'est qu'au retour,
Tu ne dépends plus de ce lien ou de ce milieu pour te sentir complet. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les stoïciens reconstruisaient la confiance après avoir été blessés et comment ils le faisaient sans naïveté, en gardant la prudence sans se fermer totalement à de nouvelles relations. Leçon 11. Reconstruire la confiance après la blessure. Quand la confiance est brisée, la réaction la plus courante est d'ériger de hauts murs et de jurer que plus personne ne s'approchera. C'est un réflexe de protection compréhensible. Après tout, personne ne veut ressentir la même douleur deux fois. Mais, pour les stoïciens, ce n'est pas la meilleure solution. Se fermer totalement peut éviter de nouvelles déceptions, mais empêche aussi des expériences précieuses et des liens authentiques de voir le jour. Le défi est de trouver l'équilibre, retrouver la confiance de façon consciente, sans naïveté, mais sans laisser la peur dicter toutes les décisions. Accepter que la confiance comporte toujours un risque. Épictète disait que si tu veux naviguer, tu dois accepter le risque des tempêtes. Faire confiance, c'est s'exposer. Il y aura toujours la possibilité d'être blessé encore. Mais, pour les stoïciens, vivre sans confiance, c'est comme vouloir naviguer en laissant le bateau attaché au port. On évite peut-être de couler, mais on n'arrive nulle part. La clé est de reconnaître que le risque existe, mais qu'il peut être géré avec prudence. Distinguer confiance et naïveté. Avoir confiance ne signifie pas tout donner de soi sans réserve. Sénèque conseillait d'observer les actes des gens sur la durée avant d'ouvrir totalement la porte. La confiance se construit par étapes. On en offre un peu. On voit comment l'autre le gère, puis on décide si l'on avance. Cette méthode ne supprime pas le risque, mais réduit la probabilité d'être surpris brutalement. Le rôle du pardon réfléchi. Dans le stoïcisme, pardonner n'est pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. C'est choisir de ne pas porter le poids de l'amertume. Pardonner ne veut pas dire reprendre la relation comme avant. C'est libérer l'énergie qui serait gaspillée en entretenant du ressentiment pour l'utiliser à des choses plus constructives. Marc Aurèle disait que garder rancune, c'est s'empoisonner en espérant que l'autre tombe malade. Le pardon réfléchi est un choix stratégique pour garder l'esprit léger. Apprendre de l'erreur. Chaque fois que la confiance est rompue, il y a des leçons à en tirer. Y avait-il des signes ignorés? Les limites étaient-elles claires dès le départ? La personne avait-elle trop de pouvoir sur des aspects clés de ta vie? Les stoïciens utilisaient ces réflexions pour ajuster leurs critères de confiance à l'avenir. Ainsi, la douleur cessait d'être seulement souffrance pour devenir savoir appliquer. Reconstruire d'abord la confiance en soi. Souvent, l'impact d'une trahison ou d'une rupture de confiance dépasse l'acte lui-même. Il touche notre perception de notre propre jugement. Des questions comme « Comment n'ai-je pas vu cela ?» ou « Suis-je trop naïf ?» minant la confiance en soi. La première étape pour reconstruire une confiance extérieure est de rétablir la confiance intérieure. Croire de nouveau en ta capacité à voir, décider et te protéger. La clarté comme bouclier. Marc Aurèle conseillait de vivre en accord si fort avec tes valeurs que, même si quelqu'un voulait te nuire, cela ne changerait pas ton axe. Quand tu es clair sur qui tu es et ce que tu juges acceptable, il devient plus facile de repérer ce qui ne correspond pas et d'agir vite pour te protéger. Cette clarté ne supprime pas les risques, mais empêche de se perdre complètement si l'on est trompé à nouveau. Les relations comme contrat non écrit. Les stoïciens voyaient chaque relation, personnelle, professionnelle ou sociale, comme un contrat non écrit. Les deux parties ont des devoirs, même s'ils ne sont pas formalisés. Quand l'une rompt ce contrat, on peut réévaluer s'il est possible ou non de le renouveler. Cela sort la relation du domaine du tout émotionnel, pour la placer dans celui de la raison. Ce qui est sain reste, ce qui ne l'est pas s'arrête. Exercice concret, le cercle de confiance. Fais une liste des personnes en qui tu as confiance en les plaçant dans 3 niveaux. Confiance totale, celles qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles respectent tes limites et tes valeurs. Confiance moyenne, celles qui ont un passé mitigé ou qui sont encore en observation. Confiance restreinte, celle dont les attitudes demandent de la prudence. Cette visualisation aide à interagir plus consciemment.
en ajustant le degré d'ouverture selon l'historique, quand il n'est pas possible de refaire confiance. Les stoïciens étaient lucides. Certaines personnes, après des trahisons répétées, ne méritent plus de seconde chance. Dans ces cas, la meilleure décision est d'accepter que le lien a rempli son rôle et de passer à autre chose. Non par vengeance ou colère, mais par protection personnelle et fidélité à ses propres valeurs. Refaire confiance, sans oublier la leçon reconstruire la confiance, ce n'est pas revenir au point d'avant la rupture, mais bâtir une nouvelle base, plus solide et réfléchie. Tu gardes le cœur assez ouvert pour de nouveaux liens, mais avec les yeux attentifs aux signaux d'alerte. C'est l'équilibre que cherchaient les stoïciens, vivre pleinement mais avec discernement. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer la douleur en force morale, en utilisant les épreuves comme moteur pour devenir plus fort, juste et inébranlable. Leçon 12. Transformer la douleur en force morale. La douleur seule ne change personne. Ce qui change, c'est la façon d'y répondre. Pour les stoïciens, les épreuves, trahisons, mépris, pertes, injustice étaient la matière brute pour façonner le caractère. Elles n'étaient pas vues comme des interruptions, mais comme des étapes essentielles du chemin. Sénèque disait que l'homme est comme l'or, il doit être éprouvé par le feu pour révéler sa valeur. Dans le stoïcisme, la douleur est ce feu. Elle révèle les failles, brise les illusions et oblige à trouver en soi des ressources qui, dans le confort, resteraient endormies. La douleur comme terrain d'entraînement à la vertu. Pour le stoïcien, chaque épreuve est une occasion de pratiquer les vertus, courage pour affronter ce qui paraît insupportable, patience pour supporter ce qui ne peut pas changer tout de suite, justice pour ne pas répondre au mal par le mal, sagesse pour tirer des leçons de l'expérience. La vertu, dans le stoïcisme, n'est pas une belle idée. Elle se prouve dans l'action, surtout sous pression. Reformuler l'histoire. La manière dont tu racontes ta propre histoire façonne qui tu deviens. Deux personnes peuvent vivre la même douleur. L'une se définit comme détruite par l'injustice et l'autre comme forgée par l'adversité. Le stoïcien choisit consciemment la seconde version. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elle contient ce qu'il faut pour évoluer. La cicatrice comme symbole et non comme blessure. Quand la douleur est surmontée, elle laisse des marques. La différence est dans le sens qu'on leur donne. Pour beaucoup, la cicatrice rappelle ce qui a été perdu. Pour le stoïcien, c'est la preuve de ce qui a été surmonté. Elle devient un rappel visuel que, si l'on a traversé cela, on peut affronter ce qui viendra ensuite. Ne pas gaspiller la souffrance. L'une des idées les plus fortes du stoïcisme est qu'aucune souffrance ne doit être inutile. Si quelque chose de mauvais arrive et ne peut pas être évité, le pire choix est de le laisser seulement faire mal, sans rien en tirer. Transformer la douleur en force morale, c'est se demander « Que puis-je apprendre de ça? Que puis-je faire différemment à partir de maintenant? Comment utiliser cette expérience pour agir mieux à l'avenir ?» L'exemple silencieux. Les stoïciens appréciaient la force de l'exemple discret. Quelqu'un qui a subi une perte ou une humiliation et qui, malgré tout, reste droit, inspire plus que de longs discours. Ce comportement montre qu'il est possible de traverser les tempêtes sans se briser à l'intérieur, et c'est de la force morale à l'état pur. La pratique du « ça m'a amélioré ou détérioré ?» Épictète conseillait de se demander souvent « est-ce que ça m'a rendu meilleur ou pire ?» Face à une épreuve douloureuse, le stoïcien se questionne pour savoir si elle le pousse à devenir plus juste, plus patient, plus sage, ou si elle l'emmène vers l'amertume et le cynisme. Si la réponse est pire, c'est un signe que la douleur n'a pas encore été transformée correctement. Se servir de la douleur pour protéger ce qui compte. La douleur peut servir d'alerte pour défendre plus fermement ce qui est essentiel. Valeurs, principes, dignité. Après avoir connu les conséquences d'une confiance mal placée ou d'une décision trop rapide, le stoïcien ajuste ses critères, non pas par peur, mais par prudence. Ainsi, la douleur née d'une erreur se transforme en prévention pour l'avenir. Exercice pratique. Le journal de transformation. Pour transformer la douleur en force morale,
Un bon exercice est de tenir un carnet avec 3 colonnes. Ce qui s'est passé, décrit l'événement douloureux. Ce que j'ai appris, note les leçons tirées. Comment cela m'a renforcé? Identifie la qualité ou vertu développée. Avec le temps, ce carnet devient la preuve concrète que la douleur n'a pas été vaine. L'équilibre entre ressentir et agir. Transformer la douleur en force morale ne veut pas dire ignorer ou cacher ses émotions. Les stoïciens savaient que ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration est naturel. Ce qu'ils évitaient, c'était de laisser ces sentiments diriger leurs actes trop longtemps. La vraie force, c'est ressentir intensément et malgré tout agir selon ses principes. La vraie victoire. Pour le stoïcisme, gagner n'est pas seulement surmonter la situation extérieure, mais en sortir avec plus de vertu qu'avant. La douleur, bien utilisée, devient une sorte d'entraînement avancé, une épreuve qui prouve que tu n'as pas seulement résisté, mais évolué. Tu es arrivé jusqu'ici en entendant parler de trahison, de colère et de mépris, 3 forces capables d'ébranler n'importe qui. Mais tu as aussi vu comment, pour les stoïciens, ces mêmes forces pouvaient se transformer en marche vers un caractère plus solide, un esprit plus libre et une vie plus fidèle à ce qui compte vraiment. La philosophie stoïcienne n'est pas une invitation à devenir froid ou distant. C'est une invitation à rester profondément humain, mais sans être l'otage des émotions que le monde tente de provoquer. Il s'agit de ressentir, oui, mais avec lucidité. Il s'agit d'agir, oui, mais avec but. Quand la vie te mettra à l'épreuve, un jour, quelqu'un pourra briser ta confiance, un autre te traiter avec mépris, et à un autre moment, tenter de te pousser à réagir avec colère. Et ces jours-là, tu auras le choix qui sépare celui qui est emporté par la tempête de celui qui garde fermement la barre. Réagir sur le coup, nourrissant le cycle du conflit. Ou appliquer ce que tu as travaillé, l'espace avant la réponse, le silence réfléchi, la clarté sur ce qui est vraiment sous ton contrôle. Ce choix peut sembler petit sur le moment, mais c'est justement lui qui détermine le genre de vie que tu construis. La liberté que personne ne peut enlever, Marc Aurèle, à la tête d'un empire rempli d'intrigues, a découvert quelque chose que chacun peut mettre en pratique. Personne ne peut t'ôter ta liberté de choisir comment réagir. On peut te prendre des biens, salir ton nom, même t'isoler physiquement. Mais le contrôle sur ton esprit et sur tes gestes reste à toi. C'est la liberté la plus précieuse et aussi la plus dure à garder. Car l'attaque ne vient pas avec des armes, mais avec des mots, des regards et des pics. Ne pas ressembler à celui qui t'a blessé Sénèque rappelait que le plus grand acte de victoire est de ne pas devenir comme celui qui a fait du mal. Répondre à la trahison par la trahison, au mépris par le mépris ou à la colère par la colère, c'est donner ton caractère au pouvoir de l'autre. Le stoïcien préfère perdre un conflit extérieur que perdre sa dignité intérieure. Et cela, aux yeux de ceux qui ne comprennent pas, peut sembler de la faiblesse, mais c'est de la force à l'état pur. L'image qui reste. Pense à toutes les histoires stoïciennes qu'on entend, Marc Aurèle affrontant des complots sans verser de sang inutile, Épictète supportant les abus sans perdre sa clarté, Sénèque faisant face à la mort avec calme. Ce que ces histoires laissent, ce n'est pas le souvenir de victoires politiques ou militaires, mais l'image d'hommes restés sereins quand tout annonçait la panique. Cette image est un rappel discret. Tu n'es pas obligé de réagir comme le monde attend. Tu peux répondre autrement, plus fermement, plus haut, plus vrai. La construction de chaque jour. Savoir gérer trahison, colère et mépris, comme le faisaient les stoïciens, n'est pas quelque chose qu'on obtient en une seule décision. C'est un travail quotidien. Revoir ses actions le soir venu, prévoir mentalement les obstacles dès le matin, s'exercer au silence face aux provocations, renforcer les valeurs qu'on veut suivre. Chaque répétition solidifie la forteresse intérieure que tu portes et que personne ne peut franchir sans ton accord. Laisser la douleur agir pour toi. Le stoïcisme ne demande pas d'ignorer la douleur. Il demande de t'en servir. La trahison peut fixer des limites. La colère peut montrer où tu as besoin de plus de patience. Le mépris peut révéler où ton estime dépend trop du regard des autres.
Au lieu de lutter contre ce que tu ressens, apprends à canaliser ces émotions vers ta progression. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas simple, mais c'est libérateur. À la fin de chaque épreuve, tu peux te poser une question claire. Aujourd'hui, ai-je été dominé ou ai-je gardé la maîtrise de moi? Si la réponse est que tu es resté calme, que tu n'as rien dit que tu regrettes, que tu n'as pas nourri le cercle du conflit, alors, pour les stoïciens, tu as gagné. Même si le monde ne l'admet pas, toi, tu le sauras. Désormais, choisis consciemment quelle version de toi se montrera quand tu seras mis à l'épreuve. Ne promets pas de ne jamais te mettre en colère, de ne jamais être touché ou déçu. Ce ne serait pas humain. Promets seulement de ne pas laisser ces émotions tenir les rênes de ta vie. Promets-toi que, quand tu seras attaqué, tu répondras selon qui tu veux être et non selon qui veut t'irriter. Que ce soit dans le silence d'un regard assuré ou dans la fermeté d'une parole posée, la force stoïcienne sera toujours visible. Et quand d'autres attendront ta chute, ils resteront peut-être muets face à ton calme. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets un like à la vidéo et écris « jusqu'au bout » en commentaire. Abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo pour que plus de gens puissent entendre cette leçon. À la prochaine vidéo.